Merci beaucoup aux organisateurs de cette association dont je ne retiens jamais le nom, AFPSBT, qui me donne l'occasion de vous parler de la génétique qui va couvrir maintenant les périodes que Vincent Le Breton vous a déjà dessinées. Donc les dernières étapes de l'évolution du genre Homo. Comme on a déjà vu aujourd'hui, au Pléistocène, la paléanthropologie, l'archéologie ont identifié disons, espèces. Homo heidelbergensis qui a peuplé l'Europe et Homo erectus qui a peuplé l'Asie. Plus tard, en Europe, sont apparus des Pré-Néandertaliensis et ensuite les Néandertaliens. Donc, on arrive ici avec les Néandertaliens en Europe. Tout ça, ce sont les sites qui ont été trouvés, qui ont été occupés par les Néandertaliens. Maintenant, il y a en paléanthropologie deux hypothèses sur l'évolution des humains modernes qui s'opposent. C'est d'un côté le modèle multirégional ou candélabre, selon lequel ils auraient évolué à partir des différentes populations d'Homo erectus, dans les différentes régions, donc des populations régionales. Et l'autre modèle, c'est le modèle Arche de Noé ou Ève mitochondriale, out of Africa, selon lequel donc, les humains modernes auraient évolué à partir d'Homo ergaster en Afrique. Les paléanthropologues se sont jusqu'à très récemment toujours battus là-dessus. Ils n'ont pas trouvé de consensus. Donc ici, le modèle multirégional avec les différentes populations qui ont donné suite aux populations actuelles. Tandis que, out of Africa, évolution de sapiens en Afrique et ensuite migration partout sur la Terre. Qu'est-ce qu'ils disent les données génétiques, c'est-à-dire l'analyse des populations actuelles? On a deux cibles génétiques. On peut analyser d'un côté l'ADN mitochondrial, qui nous permet de retracer des migrations, de définir les lignées maternelles. Et l'autre côté, l'ADN nucléaire, qui contient toute l'information génétique sur les phénotypes et les caractères physiques des individus. L'Homo sapiens a 22 paires de chromosomes et les chromosomes sexués, le X et le Y. Et une paire de vos 22 autres chromosomes, donc les autosomes, vous en avez, vous tous, un chromosome d'origine paternelle et un chromosome d'origine maternelle. Quand on regarde un peu plus proche, on voit que le chromosome du père porte des régions qui viennent de la grand-mère paternelle et d'autres régions qui viennent du grand-père paternel. Et le chromosome d'origine de votre mère, la même chose. Il y a des portions qui viennent de la grand-mère maternelle et d'autres du grand-père maternel. Et plus on remonte dans les générations, plus les fragments provenant de chaque ancêtre sont petits. Et donc, plus on analyse des marqueurs génétiques, plus la carte devient à une résolution plus élevée, plus on peut remonter loin dans le temps. C'est comme ça qu'on peut reconstituer l'histoire de tous nos ancêtres avec l'ADN nucléaire, lorsqu'avec l'ADN mitochondrial, c'est juste la lignée maternelle, avec l'ADN du chromosome Y, juste la lignée paternelle. La diversité génétique des populations actuelles nous permet de raconter une partie de notre histoire. Deux individus choisis au hasard, en moyenne, ils ont une différence tous les 1000 bases, c'est-à-dire ce sont les unités de l'ADN, nucléotides. Maintenant, le génome humain a à peu près 20 000 gènes. Il y a des mutations pour chaque gène, donc il y a des versions qui sont légèrement différentes. Au sein de la population, on les appelle les allèles. Et les polymorphismes génétiques déterminent les diversités phénotypiques. Quand on regarde les grands singes et les humains,
au niveau de l'ADN mitochondrial, on s'aperçoit que la diversité des grands singes est beaucoup plus élevée que la diversité mitochondriale des humains. Et quand on regarde, par exemple, ici pour les orang-outans, dont on a, bon, à la limite, 50 000 individus aujourd'hui, ils ont une diversité beaucoup plus élevée que nos 7 milliards d'humains que nous sommes sur la planète. C'est étonnant. Comment ça s'explique? Quand on regarde la généalogie des individus, on analyse la diversité génétique dans toutes les populations humaines et on arrive à un âge de l'ancêtre commun le plus récent à 160 000 à 200 000 ans. Et la divergence entre les populations actuelles d'Homo sapiens est donc très récente. Et ça remet en cause la théorie multirégionaliste parce que si l'ancêtre était à juste 100 000 ans, 160 000 ans, on se trouve ici. Tandis qu'avec la théorie multirégionaliste, on devrait descendre beaucoup plus loin pour retrouver l'ancêtre commun de toutes les populations actuelles. Et effectivement, quand on analyse l'ADN mitochondrial de toutes les populations actuelles sur la planète, on arrive à reconstituer une migration out of Africa. Donc, Sapiens aurait évolué en Afrique et ensuite aurait conquis le monde. Et la même histoire, on trouve pour les chromosomes Y, et on les trouve même au niveau des marqueurs autosomaux, c'est-à-dire les marqueurs sur le génome. Car ce qu'on trouve, c'est que la diversité génétique la plus grande existe chez les Africains. Et ils ont aussi les branches phylogénétiques ici les plus longues. Et ça concerne les populations subsahariennes. Tandis que toutes les autres populations sont beaucoup plus homogènes et ont des branches beaucoup plus courtes. Quand on analyse ça avec d'autres méthodes d'analyse, on voit que la relation entre hétérozygosie et géographie est en accord avec l'hypothèse d'un effet fondateur, c'est-à-dire une petite population qui serait sortie de l'Afrique avec une origine unique en Afrique subsaharienne. Donc ça, c'est très clair que quand on regarde la carte de diversité phénotypique, on voit aussi que plus on s'éloigne de l'Afrique subsaharienne, plus la diversité phénotypique, c'est-à-dire nos marqueurs d'apparence, de morphologie, de physiologie, diminue. Et ça colle, ça coïncide avec la carte de la diversité génétique. Plus on s'éloigne de l'Afrique subsaharienne, plus la diversité génétique diminue. Donc ça va ensemble. Les données se recoupent, correspondent et sont d'accord avec le modèle Out of Africa. Et s'appuie également sur d'autres données que l'ADN mitochondrial et autosomal. Donc la génétique soutient le modèle Out of Africa. Nous sommes tous des Africains. Maintenant, avec ce genre d'analyse à partir des populations actuelles, on a des problèmes. Il y a certains problèmes ou difficultés ou limites, disons, qui sont d'abord, ce sont les estimations de la probabilité des modèles qui se basent sur des simulations. Les simulations se sont basées sur des modèles. Les modèles sont certainement relativement réalistes, mais il y a toujours certaines hypothèses qu'on doit assumer et qui garantissent pas toujours que le scénario le mieux supporté par les données est correct. Par exemple, la réalité pourrait mieux correspondre à un modèle non testé. Il y a aussi certaines hypothèses de base qui sont pas réalistes. Par exemple, on doit toujours dire qu'il y avait un accouplement entre les populations aléatoires. Et ça, on sait très bien que c'est pas vrai. On dit aussi qu'il n'y avait pas de structure de population à l'origine. Et ça aussi, c'est probablement pas vrai. Donc,
Finalement, toutes ces données, d'un côté, la génomique comparative qui nous raconte l'histoire qu'on a mis ici depuis l'ancêtre commun au grand singe et à nous, et les données de la génétique actuelle ne sont pas suffisantes pour nous raconter ce qui s'est passé ici. Depuis 6,5 millions d'années, qui correspond à la bifurcation entre chimpanzés et les ancêtres des Homo, pour ça, il nous faut les fossiles. Mais aussi les fossiles, comme vous avez déjà entendu aujourd'hui, ne peuvent pas raconter toute l'histoire. Donc on recoupe tout, et maintenant on regarde l'ADN dans ces fossiles. Heureusement, depuis quelque temps, c'est très très récent, on est capable de les analyser. Et ça, c'est la conséquence d'une révolution, véritablement, une révolution génétique, qui est le séquençage de nouvelles générations, qui nous permet véritablement d'analyser des génomes en très peu de temps. Donc les génomes, c'est-à-dire toute la quantité d'informations génétiques de tous les organismes. Donc cette révolution de séquençage a véritablement permis la naissance de la paléogénomique. Et on vise maintenant à étudier les traces de génomes conservées dans les vestiges biologiques anciens pour reconstituer l'évolution des individus et l'histoire des populations. Maintenant, il y a quand même des difficultés. Ici, on a une molécule d'ADN moderne, 30 très grandes molécules qui sont dans chaque cellule de chacun des êtres humains actuels. À la mort de l'organisme commence immédiatement la dégradation enzymatique et chimique de l'ADN, ici. Et en plus, donc ça, enzymatique, c'est la putréfaction, et des réactions chimiques comme l'hydrolyse et l'oxydation. Et ils font que l'ADN dans les ossements est très très dégradé, extrêmement dégradé, en tout petite quantité et en tout petits morceaux. Donc les fragments sont tout petits et la quantité est extrêmement faible, ce qui rend nos analyses extrêmement difficiles. Ça veut dire que l'ADN moderne contamine facilement les extraits d'ADN anciens, ce qui fausse les résultats des analyses génétiques. Et ici, j'ai mis, pas par hasard, Yves Coppens. C'est plutôt parce que c'est un paléanthropologue qui aimait beaucoup regarder les fossiles, les crânes, qui les a manipulés beaucoup et qui a laissé tout son génome là-dessus. Donc, ça, ce sont des pratiques qui sont très, très difficiles pour nous. En plus, ce qu'il a fait, parce que c'est pour ça que ça m'a tellement marqué, il a aussi, pour avoir des jolis crânes bien blancs, il les a mis dans l'eau de Javel. Et ça détruit très efficacement l'ADN. Voilà. Donc, il n'était pas très gentil avec nous. Maintenant, pour éviter la contamination avec l'ADN moderne, avec l'ADN humain, dans certains cas idéaux ici, on peut faire un prélèvement aseptique d'ossements humains. On peut faire ça dans des sites comme ici à El Citron où il n'y a que des néandertaliens, donc on sait qu'on va sortir que des néandertaliens qu'on veut analyser avec la paléogénomique, ou bien sur des sites où on dit, OK, le moment venu où un fossile humain sort, on va appeler les paléogénéticiens ou on va apprendre les pratiques et on va les sortir de cette manière-là pour ne pas laisser nos traces d'ADN. Après, nous, au laboratoire, on a toute une armée, un arsenal de procédures pour détruire l'ADN contaminant et pour éviter que les extraits, les ossements d'abord et après les extraits d'ADN anciens seront contaminés avec notre ADN. Ici, à l'Institut, vous reconnaissez, on a un laboratoire de paléogénétique, donc un laboratoire de haut confinement, au 6e étage, isolé de tout autre laboratoire de biologie moléculaire. Et nous sommes, et dans l'école, on travaille donc sur différents projets concernant l'évolution humaine, mais aussi des animaux.
Donc, quels sont les résultats qu'on a déjà? Et là, quand je dis nous, c'est toute la communauté de la paléogénétique. Qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat? On a obtenu des résultats qui concernent les Homo heidelbergensis jusqu'à néandertalien. Donc, l'ADN mitochondrial qu'on a pu isoler des néandertaliens ont montré que les néandertaliens ont un ADN mitochondrial distinct de l'ADN de tous les êtres humains actuels. De là, on avait conclu que les néandertaliens, c'est une autre espèce. Donc, distincte. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les êtres humains anatomiquement modernes quittent l'Afrique. Là, c'est consensus, tout le monde est d'accord. Ils sont arrivés en Europe, à peu près il y a 40 000 ans, où ils ont trouvé les néandertaliens qui ont habité ici, plus loin, jusqu'en Sibérie en fait. Et petit à petit, les néandertaliens se sont rétractés en Espagne et il y a 30 000 ans à peu près, ont disparu lorsque les sapiens ont occupé le terrain. Donc, ils ont habité ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle était leur histoire? En 2010, le premier jet d'une séquence du néandertalien est sorti. C'était vraiment un moment très, très excitant. Et donc, on a analysé maintenant, on pouvait analyser qu'est-ce qui s'est passé quand les sapiens sont sortis de l'Afrique et ont rencontré les néandertaliens. On a vu qu'en fait, presque tous les humains actuels en dehors de l'Afrique portent des portions plus ou moins importantes du génome néandertalien. Quelques pourcents. Ça concerne les Européens, les Chinois, les Papous, mais pas les Yoruba et pas les San, c'est-à-dire les Bushmen. Ceci nous a indiqué, évidemment, qu'il y avait métissage entre néandertaliens et les ancêtres des Eurasiatiques. Et ça a dû se passer probablement après la sortie de l'Afrique. Il y a différents endroits où c'est possible. Ça serait peut-être possible ici au Levant, parce qu'il y a des fossiles qui attestent de la présence d'humains, ou bien ici par le sud de la péninsule arabique. Il y avait aussi des néandertaliens. Donc les néandertaliens ont disparu il y a 30 000 ans, et leur culture, les moustériens, a disparu aussi. Ils ont été remplacés par les êtres humains anatomiquement modernes qui ont commencé à coloniser l'Europe il y a 40 000 ans. Et avant, il y avait ce métissage. Mais ceux qui ont colonisé il y a 40 000 ans l'Europe étaient déjà métissés avec les néandertaliens. Et les descendants de ces métissages ont aussi continué à migrer vers l'Asie de l'Est, de Sud-Est. Et dans la grotte de Denisova, dans l'Altaï, en sud de la Sibérie, on a trouvé une toute petite phalange et quelques dents dont le génome nous a raconté encore plus de cette histoire, parce que cet ADN mitochondrial de cette phalange était totalement différent, aussi bien des néandertaliens que des êtres humains actuels. Et en plus, la bifurcation, la date qu'on pouvait estimer de leur divergence, était de 1 million d'années. Donc, un événement qui était très ancien. Les génomes, puisqu'on pouvait aussi faire les génomes à partir de cette mini-phalange, nous a montré que les Denisoviens, comme on les appelle maintenant, qui représentent une population humaine qui n'était pas connue par la paléanthropologie parce qu'il n'y a pas de squelettes qui ont été identifiés en tant que Denisoviens, mais dont on connaît maintenant tous les génomes. Ça nous a montré que les Denisoviens, en fait, sont plus proches des Néandertaliens
que des humains actuels, mais ce ne sont pas des néandertaliens. Donc, une population à part. Et donc, maintenant, on peut raconter cette histoire du peuplement des êtres humains anatomiquement modernes. Ils sont sortis de l'Afrique, ils ont rencontré les néandertaliens, il y avait métissage, ils ont colonisé l'Europe après, et ils ont continué vers l'Asie du Sud-Est, où ils ont rencontré les Denisoviens. Il y avait un nouveau métissage, et cet ADN de Denisovien se trouve chez les aborigènes de l'Australie, ainsi que chez les Polynésiens et Mélanésiens. Maintenant, on a poussé encore plus loin le groupe de Leipzig, de Max Planck, a analysé l'ADN mitochondrial d'un os de Cima de los Huesos, un Heidelbergensis neanderthaliensis, en Espagne, et a trouvé que cet ADN mitochondrial était relativement proche de l'ADN des Denisoviens. Et vous vous souvenez, je vous ai dit que la date de bifurcation entre Denisoviens et les ancêtres de néandertaliens et humains était 1 million d'années. Donc on suppose que cet ADN mitochondrial est en fait l'ADN mitochondrial d'une autre population qui est l'Homo erectus et qui est resté dans ces populations au cours de l'évolution. Il est différent des néandertaliens et évidemment différent des humains actuels. Cette analyse, maintenant, ils ont même analysé l'ADN nucléaire des portions, des petites portions, parce que c'est très très mal préservé, donc c'est pas du tout un génome, hein, ce sont des tout petits morceaux seulement du génome, mais suffisamment pour qu'on puisse dater ces bifurcations. Donc, du coup, l'ancêtre commun à toutes ces populations, néandertaliens, dénisoviens et Homo sapiens, date de 750 000 ans, donc plus ancien que ce qu'on pensait avant. Et les ancêtres communs des néandertaliens et des dénisoviens dataient de 430 000 ans. Donc, en fait, la paléogénomique a permis de réécrire l'histoire de la paléanthropologie. Du coup, il n'y a pas seulement... c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pensait avant, parce qu'il y a des métissages entre Denisoviens et Sapiens, entre Néandertaliens et Sapiens, et plutôt même Néandertaliens et Sapiens il y a 100 000 ans, dans les deux sens. Donc, le Néandertalien, le Sapiens a aussi laissé des traces dans les Néandertaliens qui étaient, par exemple, en Sibérie. C'est encore, on peut même quantifier combien de parties génomiques ont été transmises. Maintenant, les ancêtres des différentes populations actuelles ont capturé certaines variantes de gènes, leur conférant un avantage sélectif dans leur environnement. Les Néandertaliens, par exemple, ont donné un gène qui permet aux Tibétains de vivre en altitude. C'est d'origine dénisovien. Mais certains variants des gènes néandertaliens permettaient une meilleure adaptation à l'environnement. Par exemple, le système HLA, le système d'histocompatibilité majeur, qui est responsable pour la reconnaissance des pathogènes, on trouve dans les populations actuelles un allèle qui est d'origine néandertalienne et un allèle qui est d'origine dénisovienne. Donc on trouve chez nous les traces de ces métissages. Et ces traces qu'on trouve ont dû conférer un avantage aux gens qui sont sortis, qui ont conquis de nouveaux environnements, qui ont rencontré de nouveaux parasites, de nouvelles bactéries, de nouveaux virus, et qui ont réagi en capturant de ces populations qui étaient pendant des centaines de milliers d'années déjà adaptées à un environnement donné, les allèles. Par contre,
Ah oui, il y a d'autres. Donc ça, c'est les HLA. Et il y a aussi 3 gènes qui agissent ensemble afin de réguler l'expression d'un récepteur qui s'appelle Toll-like, qui est à la surface des cellules sanguines blanches et qui rend la réponse immunitaire plus performante. Et donc ça indique qu'il y avait une meilleure défense contre les infections, les parasites, les bactéries et les champignons. Et donc, lors des migrations, les humains anatomiquement modernes étaient exposés à des pathogènes nouveaux. Ils ont rencontré des populations néandertaliennes et denisoviennes qui étaient parfaitement adaptées à leur environnement après une longue histoire évolutive. Et les humains anatomiquement modernes ont capturé aux populations néandertaliennes et denisoviennes leurs allèles performants, ce qui leur a donné un avantage qui a été sélectionné ensuite. Mais c'est pas toujours positif. Par exemple, un système immunitaire qui est très actif peut être délétère dans un environnement où on ne rencontre que rarement des parasites, comme c'est le cas dans notre monde industrialisé. Et ça induit après des maladies auto-immunes, inflammations, des allergies. Et la plupart des variants capturés ont dû avoir procuré un avantage au Pléistocène supérieur, mais plus aujourd'hui, avec notre style de vie actuel. Donc, maintenant, on a trouvé que certains variants des gènes néandertaliens augmentent le risque pour le développement de certaines maladies, des dépressions dues au manque de lumière, lésions de la peau précancérogènes, ça aussi, c'est le climat, et la coagulation. Les néandertaliens avaient une coagulation beaucoup plus rapide, qui prévient, par exemple, la mort lors de l'accouchement, et le transport de vitamine B, qui est inutile avec un régime riche en viande et fruits à coque, mais qui résulte aujourd'hui, avec notre malbouffe, en malnutrition. Et au cours des derniers 30 000 ans, la part du génome d'origine néandertalien a décru de manière continue de 3 à 6 ans, de 6%, à peu près 2%. Donc, il y a apparemment en action une sélection naturelle purificatrice. Donc, beaucoup de variants génétiques d'origine néandertalienne semblent avoir un effet négatif. Maintenant, vite fait, les dernières 20 000 ans, disons, l'histoire de l'âge des glaces, il y a 55 000 ans, il y avait une diffusion rapide en Europe d'une population qui sortait de l'Afrique, donc Sapiens. Après, il y avait une population, à la fin de la dernière glaciation, il y a 14 500 000 ans, qui a remplacé la population de la fin de cette dernière glaciation. Il y avait plein de squelettes qui ont été analysés, dont le génome a été séquencé, en fait 51 humains, et on a vu que les premiers humains anatomiquement modernes qui sont arrivés en Europe, c'était des cul-de-sac. Donc ils n'ont pas laissé des traces de génome. Ils ont disparu. Il y a 34 000 à 26 ans, 26 000 ans, la culture aurignacienne a été remplacée par la culture gravétienne. Et ça, ce n'était pas seulement une culture, c'était un remplacement de population. Pendant les 37 à 14 000 ans, il n'y avait pas eu de changement en composition de la population. Et tout ça, ce sont des données génomiques. Donc, on avait des humains ici qui avaient des cheveux, des peaux foncées et des yeux marrons. Ça, on a vu dans les génomes. Ensuite, la population fondatrice d'Europe s'est retirée sur la péninsule ibérique pendant le dernier maximum de glaciation, 25 à 19 000 ans. Et ensuite, à la rétraction des glaciers, l'Europe a été repeuplée à partir de l'Europe du Sud-Ouest. Et le deuxième événement, il y a à peu près 14 000 ans, les populations de l'Europe du Sud-Est se sont répandues ici, en Europe, et ont déplacé les premiers groupes humains. Et à partir de 14 000 ans, les phénotypes peau foncée et les yeux bleus commencent à se répandre, et un
un phénotype qui est typique de la population avec la culture mésolithique, donc les chasseurs-cueilleurs, qui étaient ici en Europe. Ensuite, on a analysé avec 2 méthodes plein de squelettes, les génomes de beaucoup de squelettes jusqu'à l'âge de bronze, et on a analysé par analyse principale, composante principale, les affiliations génétiques entre les différentes populations avec les populations actuelles. Par exemple, on a vu que les sardes étaient très proches des premiers néolithiques qui sont arrivés, jusqu'aujourd'hui. Il y a une deuxième analyse, qui est l'analyse structure, qui nous dit quelles sont les proportions dans les génomes et leur origine. Ici, ce sont les populations modernes, et on voit que ici, ce sont des premiers agriculteurs qui ont laissé leurs traces dans les génomes actuels de nous tous. Et il y a beaucoup plus chez les Sardes que chez les Norvégiens. Donc il y a un gradient sud-nord de cette ascendance néolithique. Lorsque l'ascendance de l'âge de bronze, je vais vous montrer, ça c'est l'ascendance des peuples de la steppe à l'âge de bronze, ça c'est dans l'autre sens. Donc les Scandinaves ont beaucoup plus, lorsque les Sardes ont presque rien. Donc on compare les populations actuelles et on identifie ces portions dans les populations actuelles, d'où ils viennent à partir des génomes des squelettes anciens. Donc on voit dans les squelettes, dans les génomes, on voit arriver les premières agricultures à partir du Proche-Orient et qui remplacent les chasseurs-cueilleurs mésolithiques en Europe. Après, il y a un deuxième grand événement, ce sont les peuples de la steppe à l'âge du bronze qui ont déferlé sur l'Europe centrale, qui ont remplacé environ 3/4 de l'ascendance des habitants d'Europe centrale. Donc c'était un vrai, probablement pas, événement très paisible qui a remplacé les populations là. Ça, ce sont des données génomiques qui attestent d'une migration massive des populations des steppes et qui, pour argumenter ou donner un support à une hypothèse pour la distribution et la diffusion de la langue indo-européenne, où il y a 2 scénarios qui s'opposent. Un scénario qui dit que les langues indo-européennes venaient du Proche-Orient avec les néolithiques, et l'autre que c'était les peuples de la steppe avec leurs chevaux et leurs chariots qui ont diffusé la langue indo-européenne. Probablement, maintenant, on peut, selon les... bien sûr, vous ne pouvez pas lire ça dans les données génomiques, mais ces populations, les migrations massives des steppes, c'est un argument quand même fort en faveur d'une diffusion à partir des steppes. Je crois que j'ai plus... Là, je devrais m'arrêter, c'est ça? Donc, je voulais vous dire... Je vais juste résumer ce que je voulais encore vous raconter. Dans ces squelettes qui ont été analysés, on a aussi trouvé la peste. On a trouvé que la peste était probablement... À cette époque-là, ce n'était pas encore la peste aussi virulente que la peste noire, mais une peste qui aurait pu soit chasser le peuple de la steppe, et donc ils ont dû fuir leur habitat, soit l'Europe centrale était dépeuplée à cause de la peste. Donc ça pourrait être un agent pour expliquer ces migrations. J'ai fait très vite. Il y a... Ça, c'est le diapo pour résumer. Donc, on a plusieurs migrations. Première migration, il y a 45 000 ans, à partir ici de l'Afrique et le Proche-Orient. Après métissage avec le néandertalien en Europe. Après, il y a 7 000 ans, à partir de Proche-Orient, les premiers agriculteurs.
Ici, il y avait une population qui se réfugiait pendant la glaciation dans le Caucase, après qui s'est mélangée avec les peuples de la steppe qui, eux, ont déferlé en Europe il y a 4500 ans. Il y avait encore une population ici qui a aussi donné son apport à notre génome. Donc vous voyez bien que l'Europe était toujours une terre de migration, c'est clair. Donc on peut même dire, c'est provocateur, mais c'est vrai, on est africain et on est migrant. Maintenant, ce qu'on peut aussi encore voir dans les génomes, ce sont aussi nos phénotypes. Par exemple, on peut voir que nous, une certaine partie de notre phénotype vient de ces peuples de la steppe. Par exemple, la peau claire, les cheveux et les yeux foncés, la grande taille. C'est pour ça que les Sandinans sont plus grands, parce qu'ils ont plus de ces Yamnaya que les Méditerranéens. Et aussi le pouvoir la capacité de boire du lait frais. Ça, c'est quelque chose qui est très, très fortement sélectionné dans notre génome. Et ça, à partir maintenant de l'âge de bronze. Donc, le variant du gène permettant de digérer le lait de vache est apparu pour la première fois il y a 4300 ans. Et ce qui est intéressant, c'est après, il y a un gradient. Aujourd'hui, la population qui a le plus de personnes qui tolèrent le lactose sont ici en Allemagne du Nord, ou en Europe du Nord et en Scandinavie. Et c'est là aussi où les vaches, où la diversité des gènes, des allèles qui sont responsables pour la production de lait est le plus élevée. Donc il y a coévolution entre les humains et les animaux domestiqués. Donc il y a encore d'autres allèles qui ont été analysés, qui sont responsables pour notre phénotype, par exemple l'apparence. Donc ça, c'est plutôt l'apparence des premiers agriculteurs, lorsque ça, c'est l'apparence des mésolithiques. Et je crois que ça, c'est tout ce que je voulais raconter. Donc pour l'instant, on a quand même déjà un bon aperçu, à partir des génomes, de notre évolution au cours des derniers 400 000 ans quand même. Et le domaine est en expansion, en explosion, donc on espère d'avoir beaucoup plus de données très bientôt. Merci.